Aperçu de l'état des aires de répartition de la population boréale du caribou des bois au Canada. L'objectif de cette présentation est de fournir des renseignements de base sur les aires de répartition du caribou afin de comprendre l'approche de gestion des habitats du caribou adoptée dans la norme canadienne FSC d'aménagement forestier. Une grande portion de cette présentation a été donnée au Forum sur le caribou du FSC qui a eu lieu à Toronto en mars 2020. Dans cette présentation, je donnerai de l'information sur la taille et l'emplacement des aires de répartition, y compris le chevauchement avec des unités d'aménagement forestier, la dynamique des perturbations, le niveau de risque et la relation entre le risque et la taille des aires de répartition, ainsi que le chevauchement avec des unités d'aménagement. Je présenterai aussi rapidement les populations estimées par province. Je ferai référence à 3 documents importants qui reflètent les récentes réflexions sur l'écologie et la gestion de la population boréale du caribou des bois. Ces 3 documents sont l'évaluation scientifique aux fins de la désignation de l'habitat essentiel d'Environnement Canada, le programme de rétablissement 2012, mis à jour en 2019, le document d'orientation sur les plans par aire de répartition 2016. Commençons par replacer dans leur contexte les 51 aires de répartition reconnues au Canada. Elles sont réparties dans 7 provinces, de la Colombie-Britannique jusqu'à Terre-Neuve et Labrador à l'est, en plus des territoires du Nord-Ouest. Ce diagramme montre la taille des aires de répartition. Les différentes aires de répartition reconnues, organisées par province, sont présentées sur l'axe X. La taille variable des aires de répartition est évidente. 5 d'entre elles sont beaucoup plus grandes que les autres. Ce diagramme montre la même information que le précédent, mais l'axe Y a été ajusté pour mieux montrer la différence sur le plan de la taille. Les 5 très grandes aires de répartition sont désignées par des flèches. Il y en a une au territoire du Nord-Ouest et 2 en Saskatchewan. Il y a aussi celle du Grand Nord en Ontario et une au Québec, qui est la plus grande au pays avec ses 62 millions d'hectares. Il semblerait qu'il y ait 3 catégories d'aires de répartition selon la taille. Certaines sont très grandes, d'autres moyennes, comme celles encerclées à Terre-Neuve et en Ontario, et d'autres petites, comme celles encerclées en Colombie-Britannique et au Manitoba. Il est important de souligner que la définition des frontières des aires de répartition varie. Même si 51 aires de répartition sont désignées dans les versions de 2012 et de 2019 du Programme de rétablissement fédéral, des efforts continus sont déployés pour mieux définir les frontières de certaines aires de répartition à la lumière d'informations nouvelles et améliorées. Par exemple, le ministère ontarien des Richesses naturelles et des Forêts est en train de diviser l'aire de répartition du Grand Nord en 6 aires de répartition plus petites. Cependant, dans cette présentation, nous nous baserons sur les 51 aires de répartition existantes, puisque la documentation d'Environnement et Changement climatique Canada, ainsi que la plupart des efforts continus de gestion sont fondés sur celles-ci. Dans une certaine mesure, la taille des aires de répartition et la précision avec laquelle leurs frontières sont délimitées ont tendance à être liées à la richesse de l'information disponible pour les définir. Ainsi, en général, lorsque l'information liée au grand type d'habitat et au déplacement des animaux au sein des aires est riche, et lorsqu'il y a une bonne quantité d'informations de qualité sur la population, les aires de répartition ont tendance à être mieux délimitées, et dans une certaine mesure, plus petites. La superficie totale des aires de répartition de la population boréale du caribou des bois atteint presque 245 millions d'hectares. Toutefois, les 5 plus grandes aires représentent environ les 2/3 de cette surface. Cette carte montre le chevauchement des aires de répartition du caribou et des unités d'aménagement forestier au Canada. Les aires de répartition sont les zones ombragées en jaune et les unités d'aménagement forestier qui chevauchent les aires de répartition du caribou sont les formes de différentes couleurs qui se trouvent surtout dans les portions sud de la forêt boréale. Ce diagramme montre la proportion d'aires de répartition du caribou qui se trouvent dans des unités d'aménagement forestier. Les 5 grandes aires de répartition sont désignées à l'aide des flèches rouges et, à l'exception de l'aire SK2, elles chevauchent peu les unités d'aménagement forestier. D'autres, comme celle-ci, chevauchent très peu les UAF, voire pas du tout, mais un grand nombre d'aires de répartition les chevauchent largement. Environ le quart de la superficie totale de toutes les aires de répartition du caribou chevauchent des unités d'aménagement forestier. Toutefois, l'influence disproportionnée des 5 plus grandes aires se fait ressentir ici aussi. Quand on les exclut, environ les 3/4 de la superficie des aires de répartition
chevauchent des unités d'aménagement forestier. Ce diagramme est tiré de l'évaluation scientifique de l'habitat essentiel du caribou, publiée par Environnement Canada en 2011. Il montre la relation entre la perturbation totale de l'habitat sur l'axe X et le recrutement moyen, fend par 100 femelles, sur l'axe Y. Ce diagramme est basé sur les 24 aires de répartition canadiennes au sujet desquelles les données étaient suffisantes pour évaluer la relation. La perturbation totale comprend les perturbations anthropiques, comme les routes, les droits de passage linéaires et l'exploitation forestière. Les perturbations anthropiques ont une incidence plus importante sur la relation que les perturbations naturelles. Ce diagramme montre donc un lien négatif clair et marquant entre les perturbations et le recrutement. Il y a beaucoup de nuances intéressantes dans ce travail, comme les définitions de perturbations, l'utilisation de zones tampons, etc. Pour une meilleure explication, consultez l'évaluation scientifique et les documents que j'ai mentionnés plus tôt. Les données qui ont été utilisées pour produire le diagramme précédent sont à la base de cette relation. Elles montrent une fonction perturbation, croissance de la population, avec les niveaux de perturbation totale sur l'axe X et la probabilité d'observer une croissance stable ou positive sur une période de 20 ans sur l'axe Y. Les scientifiques qui ont élaboré le programme de rétablissement fédéral ont déterminé qu'un jalon acceptable serait l'atteinte d'une probabilité de 60% relative à la croissance ou à la stabilité d'une population, et cela équivaut à un niveau de perturbation de 35%. Il s'agit donc clairement d'une approche de gestion des risques. Même avec des perturbations limitées à 35% à l'échelle d'une aire de répartition, la probabilité d'atteindre la stabilité de la population est de seulement 60%. Cependant, ce diagramme montre bien que pour augmenter la probabilité de stabilité ou pour réduire le niveau de risque, il faudrait des niveaux de perturbation beaucoup plus bas. Ce diagramme montre les niveaux de perturbation pour les 51 aires de répartition au Canada. La ligne noire montre un niveau de perturbation de 35%. La plupart des aires de répartition au Canada dépassent ce niveau de référence. Ce diagramme montre également la proportion de la superficie touchée par des feux et des causes anthropiques. Il est clair que ces sources contribuent, à des degrés très variables, au niveau de perturbation totale, ce qui complique considérablement les activités d'aménagement forestier dans certaines zones et l'atteinte de l'objectif d'un niveau de perturbation totale de 35% ou moins. Les circonstances comme celles montrées sur cette carte viennent compliquer les choses encore davantage. Comme on peut le voir, dans les aires de répartition du caribou dans le nord de l'Ontario, le niveau de perturbation n'est pas réparti uniformément dans toutes les aires. Sur cette carte, les zones en bleu pâle sont celles touchées par des perturbations anthropiques. Le rouge désigne des perturbations naturelles et les zones blanches sont celles où il y a peu de perturbations. En général, là où des activités d'aménagement forestier sont permises, les niveaux de perturbation sont plus élevés. Afin de simplifier la classification des aires de répartition selon le risque, le programme de rétablissement fédéral a calculé la probabilité d'atteindre un résultat d'autosuffisance selon l'état de l'aire de répartition, la taille de la population et la tendance. Puis, il l'a simplifié encore davantage en créant 3 catégories de résultats pour les aires de répartition. Autosuffisante pour les aires de répartition où la probabilité d'atteindre l'autosuffisance est supérieure à 60%, plus ou moins probable pour les aires de répartition où la probabilité d'autosuffisance est entre 40 et 60%, et non autosuffisante pour les aires où la probabilité d'autosuffisance est inférieure à 40%. Cette diapositive montre le risque à travers les 51 aires de répartition. La population d'un peu plus de la moitié des aires de répartition au pays n'est pas autosuffisante, et seulement 15 aires accueillent une population considérée comme autosuffisante. Cette information est marquante lorsqu'on la présente visuellement. La population des aires de répartition désignée par le blanc est considérée comme autosuffisante. La population des aires en jaune est entre l'autosuffisance et la non-autosuffisance. Les populations des aires en rouge sont considérées comme non autosuffisantes. Il est frappant qu'aucune aire de répartition en Colombie-Britannique et en Alberta n'accueille une population autosuffisante, et qu'il y ait des aires de répartition aux populations considérées comme non autosuffisantes un peu partout au pays, sauf en Saskatchewan et dans les territoires du Nord-Ouest. Le nombre exact de caribous dans chaque province est incertain, et des recherches intéressantes sont en cours pour aider à peaufiner les estimations. Néanmoins, ce diagramme donne une idée des estimations actuelles. On remarque beaucoup de variations.
Même si la Colombie-Britannique et l'Alberta ont un nombre relativement élevé d'aires de répartition, celles-ci ont tendance à être assez petites, et on croit que la population totale dans ces provinces est assez faible, certaines de ces aires de répartition comptant moins d'une centaine d'animaux. La population du Québec est assez élevée, mais on estime qu'environ 90% de celle-ci se trouve dans sa plus grande aire de répartition. Le programme de rétablissement fédéral de 2019 offre plus d'informations sur ces estimations. Alors n'hésitez pas à consulter ce document si vous voulez examiner les chiffres de plus près. Regardons rapidement la relation entre le risque et la taille des aires de répartition. Les catégories au bas du diagramme sont arbitraires, mais il semblerait y avoir une relation claire et pas très étonnante entre la taille d'une aire de répartition et le risque. En général, la population des aires de répartition plus grandes est plus autosuffisante. Et voici un aperçu de la relation entre le risque et le chevauchement avec des unités d'aménagement forestier. Il n'est pas étonnant qu'il y ait un plus haut niveau de risque en général en présence d'un important chevauchement. Un aperçu rapide. Si on les classifie selon leur taille, il y a 3 catégories d'aires de répartition. Environ le 3/4 de la superficie des aires moyennes et petites chevauchent des unités d'aménagement forestier. La plupart des aires de répartition s'approchent du seuil de perturbation de 35% ou le dépassent, et les populations de plus de la moitié des aires de répartition sont considérées comme non autosuffisantes. Cela comprend les aires de répartition en Colombie-Britannique et en Alberta. Et en général, le niveau de risque semble varier en fonction de la taille de l'aire et du chevauchement avec des unités d'aménagement forestier. C'était un aperçu des aires de répartition de la population boréale du caribou des bois au Canada. J'espère que la grande quantité d'informations n'a pas été trop difficile à absorber. Si vous avez des questions, je vous encourage à consulter la documentation du programme de rétablissement fédéral ou à nous envoyer un courriel à cette adresse.